Le RIC Toxin, Fabrice Grimal, Toxin Plus. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour cette nouvelle édition du référendum d'initiative citoyenne version Toxin, le RIC de la semaine. Et l'occasion pour vous qui nous regardez de prendre position chaque mercredi sur les questions qui importent réellement pour les Français. Celle qui ferait à coup sûr l'objet d'un référendum si les Français disposaient du RIC. Et notre référendum de cette semaine promet de remuer quelques tensions sous-jacentes de la société française. Faut-il sonner le glas de l'abattage rituel en France ? C'est le titre de cette émission qui nous amène à mêler deux thèmes majeurs qui concernent chaque citoyen, la nourriture et l'exercice des cultes, et qui ramènera chacun à ses propres croyances, son éthique et ses traditions. 4 invités sont présents avec nous ce soir pour débattre de ce sujet hautement sensible. Commençons par les défenseurs de ce référendum. Ils souhaitent interdire l'abattage rituel sans étourdissement. Alain de Peretti, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes vétérinaire praticien rural avec une expérience de 10 ans en inspection des abattoirs, président de l'association Vigilance Halal, protection et respect de l'animal et du consommateur et créateur du label Suivez le coq. À vos côtés, dans cette cause et avec nous en plateau ce soir, Jean-Yves Le Gallou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien député européen, haut fonctionnaire et président de la fondation Polémia et cofondateur de l'Institut Iliade. Face à vous, messieurs, ils sont directement concernés par le sujet, car ils sont membres des cultes impliqués dans les abattages rituels. Chairos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste et vous défendez le maintien de l'abattage cachère. Et enfin, en défense de l'abattage halal, Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et consultant sur les médias internationaux. Voilà pour les présentations. C'est le moment où je vous rappelle, chers téléspectateurs, et pour tous ceux qui nous découvrent, que vous allez pouvoir voter lors de cette émission sur tous nos réseaux, sur X et dans le chat de cette émission sur YouTube pour trancher cette question. Vers le milieu de l'émission, nous ouvrirons les votes. Alors, à vos claviers, à vos souris, à vos téléphones, la démocratie n'attend pas. Et n'hésitez pas à nous envoyer évidemment vos propositions de RIC sur tous nos réseaux, par mail ou sur notre site. Notre site internet toxin-media.fr/nous pour tous les contributeurs qui veulent nous aider à poursuivre cette belle aventure et développer encore de nouveaux projets. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous aident. Vous pouvez liker cette vidéo, liker ce live, partager à tous vos amis et vous abonner évidemment en cliquant sur la cloche sur la chaîne Toxin et sur cette fameuse chaîne Toxin Plus. Alors, la question du jour, posée aux Français. Approuvez-vous le projet de loi interdisant les abattages rituels sur le territoire français ? En détail, c'est la fin des dérogations à la loi commune qui impose l'étourdissement au moment de tout abattage. C'est la même chaîne de production pour tout le monde dans tous les abattoirs français, avec évidemment une autorisation de l'importation, avec étiquetage obligatoire de la provenance et du mode d'abattage. Précisons que les quantités seraient laissées au marché, pas comme en Suisse où le Conseil fédéral décide chaque année de quotas d'importation de viande halal et cachère. Il y a aussi dans cette loi un rappel de l'interdiction de fournir de la viande issue d'un abattage rituel dans la restauration collective de l'État ou des collectivités locales, ce qui implique évidemment les cantines scolaires. Rentrons donc maintenant sans plus attendre dans le vif du sujet. On va commencer par un petit tour d'horizon des opinions de chacun. Je vous demanderai d'être synthétique pour commencer et ensuite on rentrera dans les détails. Honneur à ceux qui sont favorables à ce référendum. Avec vous, Alain de Peretti, expliquez-nous vos raisons. Alors, et c'est un ensemble de raisons. D'ailleurs, je salue tous les participants de ce plateau qui me semble effectivement très intéressant. Et j'espère pouvoir aller au fond des choses. Et alors, l'abattage rituel, qu'il soit cachère ou halal, puisque en fait c'est la même technique pratiquement, est basé d'abord sur une vision qui est, je dirais, un petit peu anti-scientifique. Parce que le point de départ, c'est de dire, c'est dans les livres religieux, vous n'avez pas le droit de manger de la viande d'un animal mort. Or, si vous voulez, le fait d'étourdir un animal, et je dis ça donc aux personnes qui sont favorables à cet abattage, j'espère que le jour où elles auront un traumatisme crânien, on ne considérera pas mortes et qu'on essaiera de les soigner. Parce que, entre le moment, évidemment, où l'animal est donc assommé et le moment où, donc, il est très rapide, où on va le saigner, toutes les grandes fonctions, cardiaques et respiratoires, persistent. Donc l'animal n'est pas mort.
lorsqu'on étourdit un animal, cet animal n'est pas encore mort. Alors, ça pose 3 problèmes. Il y a le triptyque, si vous voulez, souffrance animale, que je pense est incontestable, puisque le délai entre l'égorgement et la mort peut être jusqu'à un quart d'heure. Ça, c'est le premier point qui est connu, tout le monde ne parle que de ce problème. Le deuxième point, c'est que cette méthode déroge au principe d'hygiène et que, justement, parce que l'animal n'est pas étourdi, on le saigne de façon brutale et donc énorme en sectionnant toute la gorge. On sectionne les 2 carotides, les 2 jugulaires, la trachée et l'œsophage. Et par l'œsophage, on a des régurgitations du contenu de l'estomac qui vont souiller la zone. Et lorsqu'on est dans le cadre d'un abattage, notamment à la chaîne, dans des gros abattoirs, on a une souillure énorme de l'environnement. Et le troisième élément, objectif, et puis après, j'ai des éléments qui surplombent, si vous voulez, ces 3 éléments purement factuels et objectifs. Le troisième élément de ce triptyque, c'est la perception de sommes qui vont alimenter les cultes et qui vont, dans des circuits qui sont souvent très très mal connus, qui mériteraient d'ailleurs une inspection, une enquête approfondie des services fiscaux, et qui alimentent divers trafics. Et aux États-Unis, donc il y a une dizaine d'années, il y avait une enquête concernant l'argent généré par l'abattage halal, qui a démontré que par l'intermédiaire de sociétés de charité islamiques, ça permettait d'alimenter des circuits voilà, je vois sourire. Et donc, ceci a été confirmé aussi au Canada par un journaliste d'enquête qui s'appelle Marc Lebuy et qui avait montré que les mêmes choses se passaient au Canada et en France, tout est en place pour ça. Alors, ça, c'est les trois faits qui sont incontestables. Donc, c'est factuel. Mais plus outre par rapport à ces 3 facteurs, il y a le fait que c'est un moyen, et ça, j'ai pas peur de le dire, c'est un moyen, et qui est d'ailleurs revendiqué très clairement par notamment les frères musulmans, et c'est un moyen de maintenir ces communautés dans des croyances et de les empêcher et ne pas leur permettre de s'acculturer à nos sociétés. C'est un moyen donc de contrôle social. Et cerise sur le gâteau, c'est l'envahissement notamment par les commerces halal, nous accoutume peu à peu à ces pratiques exotiques, et donc à la charia, puisque ça découle de la charia, la loi islamique, et de ce fait, ça contribue à maintenir donc ces populations. C'est un moyen de contrôle social comme tout ce qu'il y a dans la pratique de l'islam au quotidien. Voilà. Merci, monsieur voilà ce que je voulais dire. Alors évidemment, ça va pas plaire. Voilà, ils ont très envie de vous répondre. Ils sont très ricanants, je trouve. Ils sont très ricanants face à un exposé qui me paraît assez objectif, notamment sur le plan médical et sur le plan sociologique. Et je les trouve très ricanants. Mais je leur laisse la parole pour le moment. Lequel de vous deux veut commencer ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de points qui font bien rire et ça reste plus à moi. C'est très ricanant, mais ricaner, oui, mais je ris parce que un argument. Non, mais l'argument, il arrive derrière. Là, je ris parce que je déconstruis une blague de très haut niveau. Alors, on va commencer par le premier point. Non, personne dans les religions dit que lorsqu'on va étourdir une bête, elle est morte. Ça, c'est un mythe. Je sais pas où vous avez trouvé ça, mais c'est fantastique. Mais non, c'est dans le Coran. C'est totalement faux. Dans le Coran, je sais pas quel Coran, mais c'est peut-être le Coran. Coran. Vous êtes interdit
Bon, vous êtes interdit la consommation d'un animal mort. Oui, c'est vrai que les animaux sont vivants quand on les mange, c'est connu. Non, mais les animaux sont vivants quand on les mange, c'est très connu. Faut être un peu sérieux. D'abord, c'est pas dans le Coran, c'est existe nulle part. Vous dites non. Vous dites un truc qui est fantaisiste. Laissez-le répondre. Vous ne connaissez pas pas le Coran, ne m'expliquez pas à moi le Coran. Vous êtes mal placé. D'accord. Simplement. Simplement, j'ai fini mon propos. Je voudrais dire une chose. C'est pour qu'il y ait un débat équilibré. Pour qu'il y ait un débat équilibré. Simplement, pour qu'on puisse démarrer sur de bonnes bases. Dans un débat, vous n'avez pas à dire à votre interlocuteur qu'il n'est pas sérieux. Opposez-lui des arguments factuels. Excusez-moi, alors, on y vient. Le ricanement n'est pas un argument. Le ricanement, c'est parce qu'il a provoqué chez moi une hilarité que j'aurais contenue très longtemps. C'était tellement délirant et tellement hallucinant ce que j'ai entendu que je vais donner... Ce n'est pas un argument. Allez-y. Attendez les arguments, on va y arriver. Vous allez voir, c'est un massacre après. Alors, ça fait 16 ans que je fais des télévisions et des radios, et j'ai beaucoup ri pendant 16 ans, mais là, on atteint un firmament, et merci pour ce bon moment de rigolade. Donc on commence d'abord, les religions ne disent pas qu'on mange des animaux morts. Les animaux de fait sont morts une fois qu'ils sont abattus. Donc, et quand vous dites que on va les étourdir et que les religions considèrent que c'est comme s'ils étaient morts, c'est faux. Bon, je ne vais pas donner la partie judaïque, mais je la connais un petit peu. Ce qui dérange la tradition juive, effectivement, c'est qu'on ne doit pas toucher l'animal avant qu'il soit égorgé. Voilà, bon, on a première des choses. Oui, mais ça, je ne vais pas donner le détail parce que je ne rentre pas dans le détail. Deuxième aspect, alors j'ai entendu beaucoup de choses, la sociologie, le financement, enfin c'est parti en toutes les directions. Alors l'autre argument sur la question qu'il serait intoxiqué parce que ça régorge. Bref, il faut voir ce qui se passe. Il y a eu des morts dans le Nord-Pas-de-Calais il y a très peu de temps. C'est la bactérie E. coli. Voilà, il y a eu des morts il y a moins d'un mois. Laissez-le terminer. C'est bien les arguments, si je peux les développer, ce serait pas inintéressant, comme ça vous pourrez répondre. Non, mais je vous réponds quand même. Vous ne répondez pas parce que vous n'avez pas la courtoisie de me laisser répondre. Je sais que ça vous dérange d'entendre la vérité, donc laissez-moi aller jusqu'au bout. Chacun son tour, je vous assure, je ne couperai pas. Là, j'ai laissé parler pendant 5 minutes, dire n'importe quoi, je l'ai laissé faire. Donc à mon tour maintenant de dire des choses un petit peu plus factuelles. Ensuite, alors, j'ai entendu... C'est factuel, les morts. Morts dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est factuel, pardon. C'est très dur d'entendre quelqu'un qui a de la matière pour vous répondre, mais laissez-moi répondre. Vous savez, l'intelligence que j'ai est largement, sur ce point-là, supérieure à la vôtre. Alors laissez-moi finir, d'accord? Un peu d'arrogance, ça vous fera pas de mal. L'argument de l'intelligence. Oui, mais elle domine chez vous, elle domine pas forcément chez vous, mais c'est moi, ça va. Oui. Donc simplement, pour dire que moi, j'ai l'expertise d'un terrain que vous n'avez pas. Donc j'ai entendu dire qu'il y aurait des financements occultes aux États-Unis. Je sais même pas pourquoi on parle des États-Unis, c'est pas un exemple. Donc financement occulte, on met ça de côté, c'est complètement ridicule. J'ai entendu dire, on est parti sur un sujet qui n'est pas le sujet d'ailleurs. Oui, c'est une façon d'imposer de la part des frères musulmans, qui sont égyptiens, mais mettons ça de côté, d'imposer un rite à la charia. D'abord la charia en arabe, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on applique la loi islamique qui vient de 3 livres qui sont postérieurs à l'islam et qui parlent du droit islamique, qui n'a rien à voir avec la tradition qu'on appelle sunna. Juste comme ça, pour expliquer les choses, ça va l'intéresser, il va être passionné de savoir plus. Donc, il n'y a pas de charia qui va être imposée nulle part, c'est comme on supplie, ça n'a aucun sens. La charia, c'est la loi en France, ça s'arrête là. Ensuite, quand il dit, c'est une façon de fixer et d'imposer aux gens, par la pratique religieuse, soi-disant forcée, donc le halal, d'imposer aux gens d'être musulmans. Ça n'a aucun sens. Vous croyez vraiment qu'en mangeant un bout de viande halal, on va rester musulman? Ça n'a aucun sens. C'est pas très sérieux. Preuve en est. Dans les années 50, 60, 70, il n'y avait pas de halal en France. Ça n'a pas empêché les musulmans d'être musulmans. Donc ça, c'est le deuxième argument. Ensuite... Merci, s'il vous plaît, je vais aller jusqu'au bout de mon propos, parce que vous avez dit tellement de choses, c'est dommage, j'ai pas pris de feuille. On reviendra sur les années 50-70, j'aurai des choses à dire aussi là-dessus. Mais je connais très bien les questions. Oui. Et donc, par rapport à ça... Vous êtes très sûr de vous, c'est très bien. Bah forcément, c'est ma tradition, je la connais un peu mieux que la vôtre. Oui. Je parlerai moi du christianisme par rapport à ça, je serai moins prétentieux. Oui. Et donc, ensuite, il y a eu tout un tas de dérives comme ça qui ont été sur la sociologie fantaisiste. Et le financement, ça m'a bien fait rigoler, parce que je crois que c'était le sommet de la rigolade. Dans une société capitaliste, on parle de financement occulte des cultes. Vous savez qu'il y a en France un système très particulier qui est le concordat qu'on a accordé pour des raisons politiques évidentes après la récupération de l'Alsace, Lorraine ou Moselle aujourd'hui. C'est le fait que les protestants ne soient pas inquiétés dans leur culte et qu'ils puissent être financés par l'État. C'est un concordat qui existe, que vous connaissez forcément. Et là, on les embête pas. Et moi, je pense que de 2 choses une. Soit ce concordat est abrogé, je suis opposé à ça. Je trouve que c'est très bien de financer des églises, ou soit simplement on laisse les gens se débrouiller comme on le fait en France pour financer leur propre lieu de culte, et le financement par la vente de produits halal est un moyen effectivement de financer des lieux de culte un peu plus dignes. Je pense que de voir autre chose que ça, parce que j'ai bien vu la dérive, on va vers le terrorisme, toutes ces bêtises-là, non, les gens qui sont en France, ils cherchent à avoir un peu de dignité, de sortir des caves pour avoir des mosquées qui tiennent la route, et que tout le monde les voit prier normalement, sans qu'il y ait un caractère opaque et occulte. Alors quand on parle d'un sujet et qu'on dérive sur autre chose, ça me dérange. Restons sur le sujet pour savoir est-ce qu'il est bien ou mal d'égorger un animal ou de le massacrer dans des usines de la mort. Je vais vous permettez qu'on donne... Oui, bien entendu. N'est-ce pas? Bien entendu. Chai, alors, le point de vue... alors, bonsoir, messieurs. Je vais inviter au calme et à la délicatesse, s'il vous plaît. Non, mais justement, la délicatesse, excusez-moi.
un petit peu de courtoisie, je vous remercie. Non, mais simplement, monsieur, je peux pas. Attendez, Monsieur de monsieur de Perret, Perret. s'il vous plaît. Vous aurez la parole, l'émission dure 1 heure. Voilà. Alors, déjà, je voudrais souligner que je suis un peu choquée de vos propos, mais moi, je suis juive, vous voyez. Et j'ai trouvé ça dommage que vous mettiez des coups sur les musulmans et donc pas sur les juifs. Quel dommage. Parce que nous aussi, nous pratiquons l'abattage rituel à la lame de couteau et à l'égorgement. Je voulais, appuyer sur le fait de la souffrance animale, puisqu'il me semble que vous êtes vétérinaire, c'est bien ça, monsieur de Perret ? Oui. Voilà. Le propos n'est pas... si vous voulez, c'est pas la souffrance animale, parce que dans les deux cas, on va parler de souffrance animale. On ne peut pas dire qu'un animal qui est étourdi à l'électricité ou au gaz ne souffre pas. Quand bien même il serait étourdi et que l'étourdissement se passe mal, on devrait donc recommencer avant de l'abattre. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Voilà. Donc déjà, il y a déjà on se situe là. C'est la méthodologie. Attendez. Je termine mon propos, je vous prie. Bien. Il se trouve que pour qu'une viande soit cachère, d'abord, il y a une science. Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait aucune science. Et il y a une science. Chez nous, les chorettes font des études, 3 ans, pour pouvoir manier leur outil. Parce que je rappelle quand même que c'est quelque chose de très précis. Comme vous l'avez clairement dit tout à l'heure, c'est la trachée, les artères et l'œsophage qui est coupé. C'est ce qui relie l'animal, si vous voulez. Qu'est-ce que fait un animal toute la journée ? Il respire et il mange. Donc, l'abatteur rituel, que va-t-il faire lorsqu'il va procéder à l'abattage de l'animal ? Il va déconnecter l'animal de sa respiration et donc de la nourriture. D'accord ? Donc, c'est un geste qui est très précis, qui est fait avec un outil qui s'appelle le chalef, qui est vérifié avant l'abattage et qui est vérifié après. Alors, comment il est vérifié ? Il est vérifié avec l'ongle, si vous voulez tout savoir. Et en fait, il n'est pas permis à cet outil d'avoir une ébréchure. Et voilà. Une simple ébréchure fait que l'animal n'est pas abattu et auparavant, il est trié. C'est-à-dire que s'il est soupçonné malade, on ne pratique pas la shrita. C'est un geste qui est extrêmement rapide, qui doit être incisif et fait d'un seul coup. Et en tous les cas, il a été étudié que la souffrance animale dans un cas ou dans l'autre n'est pas quantifiable. D'accord ? Ça, c'est un fait et vous ne pouvez pas dire le contraire, vous êtes vétérinaire. La chose qui me désole, et je vais vous laisser me répondre tous les deux, Oui. La chose qui me désole, c'est que là, vous parlez d'abattage industriel. Je rappelle qu'il y avait un abattoir à Vaugirard, il y a quelques années auparavant, mais je ne veux pas faire la négationniste, je n'étais pas née. Cependant, il est très clair qu'aujourd'hui, et ça c'est prouvé, il est plus souvent visité des abattages industriels que des abattoirs, cachers. J'en perds mes mots parce que je vois bien que vous êtes tous sages. Et ça, en fait, si vous voulez, ça me dérange qu'on puisse jeter l'opprobre sur l'abattage halal. Et peut-être pas. Je veux dire, il faudrait qu'il y ait un 2 poids, 2 mesures. Donc, quels sont les abattoirs qui sont visités ? Et dans ces cas-là, on peut aussi dire que, j'en sais rien, dans toutes les professions, il peut y avoir des financements occultes. Et je terminerai là mon propos pour vous laisser me répondre. Jean-Yves Le Gallou. Voilà. Oui, alors je vais répondre sur le 2 poids, 2 mesures par des chiffres, si vous voulez bien. Il y a à peu près 50 ans, on ne parlait absolument pas du halal. Il y avait l'abattage cachère qui devait toucher à peu près 1% des animaux correspondant à la population qui pouvait recourir à ce type d'alimentation. Ça ne posait de problème à personne. Aujourd'hui, l'abattage halal s'est beaucoup développé et surtout, ce qui est quand même très problématique, bien au-delà de la population concernée. La population concernée, je ne sais pas, les chiffres ne sont pas toujours très faciles à trouver, mais disons qu'on peut considérer qu'autour de 12%, entre 10 et 15% de la population est musulmane et d'origine musulmane et peut être concernée par l'abattage halal. Là
où il y a quand même un problème particulier. C'est que l'abattage halal, il ne concerne pas 12 à 15% des animaux. Aujourd'hui, il concerne plus de 50% des têtes de bétail. Énormément de têtes de bétail. Sources, s'il vous plaît. Pardon ? Vos sources. Aux sources, écoutez... Moi, j'ai plutôt un morceau de viande sur 3. Merci. Ouais. Bon, mais oui, mais ça n'est pas incompatible, puisque moi j'ai parlé de tête de bétail, et effectivement, un morceau de viande sur 3, c'est tout à fait, je suis d'accord avec ce chiffre, puisque tout simplement, il y a un taux d'abattage halal qui est beaucoup plus faible pour les bovins que pour les ovins, et a fortiori pour les poulets. Donc, nos chiffres sont assez compatibles. Simplement... Vous trouvez qu'ils sont compatibles ? Ben oui, tout à fait. Sur le global, à 50%, c'est pas compatible. J'ai parlé des têtes, monsieur, j'ai pas parlé des kilos. Voilà. Si on parle des têtes, Donc on est bien excluez d'accord. tous les abattages. On est bien d'accord, j'ai parlé des têtes. J'ai parlé des têtes. Et quel que soit d'ailleurs, vous pouvez chicaner d'ailleurs mon chiffre, parce que même 33%, c'est pratiquement le triple que 13%. Voilà, ou 12%. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on abat halal bien au-delà de la population concernée, ce qui n'a jamais été le cas quand on parlait de l'abattage kasher, ça n'a jamais été au-delà des populations concernées. Et donc, on oblige des gens qui n'ont aucune raison de procéder à ce type d'achat et à ce type de méthode d'abattage. Mais bien sûr qu'on oblige les gens. Alors, c'est la question de l'étiquetage, c'est ça dont vous parlez. Alors, il y a deux sujets. Il y a d'abord le sujet de la restauration collective, où la pression, notamment dans les cantines scolaires, fait qu'on impose dans un premier temps qu'il y ait la pression locale, la pression électorale, la pression musulmane, on va appeler les choses par leur nom, la pression du lobby musulman. Oui, parfaitement. Vous me le donnez le nom du lobby, je ne le connais pas. Parfaitement. Il n'y en a pas, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, donnez-moi le nom. Vous plaisantez. J'aime bien les sources. C'est quoi le nom du lobby ? Il y a une série. Il s'appelle comment le lobby ? Il y a une série de le nom, groupes. un nom. On a cité déjà les frères musulmans. Il n'existe pas. Donnez-moi un nom. C'est un courant politique, les frères musulmans. Donnez-moi un lobby. Je voudrais continuer mon propos. On impose dans les cantines scolaires, on impose dans les restaurants d'entreprise. Dans un premier temps, on dit les musulmans ont droit à avoir de la viande halal, et dans un deuxième temps, comme c'est plus simple et que les autres sont plus tolérants, c'est la prime aux intolérants, et on impose le halal à tout le monde. Dernier point, il y a eu une demande à un moment, et là je réponds à votre question, je reprends votre allusion, il y a eu un moment une demande, c'est très simple, l'étiquetage. Vous avez le droit de savoir comment la viande que vous mangez a été abattue. Vous avez des tas d'informations, des tas d'étiquettes qui vous disent, qui vous donnent des informations sur l'origine du bétail, etc. Par contre, la manière dont il est abattu, il y a eu des projets d'étiquetage dans ce domaine, ils ont toujours été repoussés. Eh bien, moi, je trouve que c'est attentatoire aux libertés, c'est attentatoire à la liberté de l'information, et je trouve qu'il est quand même extrêmement choquant que les plus intolérants imposent leur volonté. C'est qui les plus intolérants ? Les plus intolérants, c'est ceux qui veulent imposer le halal à tout le monde. Qui sont les plus intolérants ? Le halal à tout le monde. Quand dans une cantine scolaire, quand dans une cantine scolaire, vous imposez le halal à tous les enfants, y compris à ceux qui pourraient éventuellement ne pas être musulmans, c'est de l'intolérance. Je peux savoir, juste une question importante, comme ça au passage, histoire de rigoler un petit peu, parce qu'on se parle bien en ce moment. Beaucoup, non, on se parle bien en ce moment. Je peux savoir la différence. Votre technique de ricanement. Vous avez du mal avec ça, mais je vous donne quelques informations. Votre technique de ricanement ne Commençons par le début. Il n'y a pas de gens d'origine musulmane, c'est une religion. Ça n'est pas une origine. On commence par le début. Un Français peut être musulman, il n'est pas d'origine. Ensuite, deuxième chose, vous dites, on impose. Personne n'impose rien. Si vous êtes dans une société capitaliste, vous la connaissez, on est en France, on est un pays capitaliste. Ce qui intéresse l'acheteur, c'est le coût. Et il se trouve que peut-être... C'est pas le seul critère. Le bio est plus cher, vous avez des acheteurs. Vous me laissez pas finir, vous avez du mal avec ça. Parce qu'il y a une proportion importante de production actuellement qui n'est pas vendue. Les cantines scolaires, peut-être, j'ai pas la source, pourraient acheter moins cher chez le halal, c'est possible. Mais j'y crois pas beaucoup parce que vous savez, pour faire du halal, il faut égorger avec quelqu'un qui certifie. Et c'est un travail long, difficile. Donc la masse que vous annoncez, je n'y crois pas du tout. Alors, Alain de Peretti, tout de suite à vous, mais Chai lève la main depuis le début de Jean-Yves Le Gallou en 30 secondes. Et ensuite, ce sera M. de Peretti. Alors, je souhaite rebondir sur le fait que, bon, visiblement, il y a un conflit
morale, là, hein, ce que je comprends, ce qui me dérange un petit peu, parce qu'on doit être unis quand même. Aujourd'hui, j'ai pas vu qu'on imposait du halal dans les cantines scolaires. Moi, je l'ai pas vu. Voilà. Je tiens à dire qu'il y a quand même une directive de la Cour européenne, la 1099, me semble, de 2009, qui dit, avec la Cour, la CDSH, que, en fait, il y a une liberté. Alors, il y a une obligation d'étiqueter et d'abattre après étourdissement, sauf dérogation pour les rituels religieux. Ça, c'est très important que je le dise. Et deux rituels, il faut le préciser. Oui, c'est un système dérogatoire. Il y a une loi et des dérogations. Laissez-moi parler. Oui, j'ai dit les rituels religieux. Il est clairement, aujourd'hui, pour moi, impossible qu'il y ait 50% de viande halal, parce que effectivement, je ne sais pas comment ça se passe. J'ai parlé de tête. De tête. Alors pardonnez-moi. J'ai pas parlé ça change rien. de volume. Attendez, c'est impossible. Un poulet, c'est moi. Attendez, laissez venir. Il faut qu'on redonne la parole à M. De Peretti. Il faut qu'on donne la parole à M. Vétérinaire. Oui, justement. Oui, juste un instant, pardonnez-moi. Donc, en fait, tout simplement, déjà, les rituels, le rituel judaïsme prend beaucoup de temps. Les abatteurs doivent se déplacer. Donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de viande cachère sur le marché. Contrairement... Alors, pour la ville de Marseille, c'est 50 à 60 têtes par semaine. Voilà, c'est pas qui sont énorme. abattues dans le rite cachère. Mais c'est pas énorme. Alors, vous regardez, c'est pas énorme. Hein. Ah non. On ne parlait pas du problème. Honnêtement, on ne parlait pas du problème quand il n'y avait que le problème, le rite cachère. Attendez, si, on en a parlé. Si, il y a eu des problèmes. On a même été stigmatisé, pragmatisé pour ça. Par contre, pour rebondir par rapport à Gamal Abina, je vais être très clair. Je trouve, messieurs, que vous êtes très, très, très virulents. Il est musulman, certes, mais il n'est pas responsable du business. Et d'ailleurs, je vous le dis, je pense que nous, juifs, nous sommes aussi dans le business et peut-être derrière le halal. Posez-vous les bonnes questions. Monsieur de Peretti, Jean-Yves Le Gallou évoquait l'étiquetage. Il me semble que toute la profession des abattoirs était contre l'étiquetage parce que économiquement, ils ont du mal à faire les deux en même temps, halal et non halal. Alors, oui, et je voudrais répondre quand même à certaines choses qui ont été dites parce que on a entendu. Et ça, c'est une technique très au point de tout mélanger. La souffrance animale est attestée, et donc oser dire que l'animal ne souffre pas si le couteau coupe bien, c'est quand même un petit peu gonflé. Je n'ai pas dit ça, c'est pas vrai. Non, absolument pas. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit que c'était les deux souffrances étaient reconnues. C'est exactement ce que vous avez dit. Non, je n'ai pas dit ça. Non, monsieur. Attendez, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que le rite cachère. Non. Là, je vais m'énerver un petit peu. Le rite cachère veut que. Attention, parce que j'ai une grosse cloche à côté. D'accord, il y a un truc ça. Non, le rite cachère, monsieur, veut que nous placions. Écoutez, madame. La souffrance de l'animal. Non, la technique, je la connais. Non, il n'y a pas de technique, monsieur. Je vous le dis, on n'a pas le droit de faire souffrir les animaux. Voilà. J'ai été inspecteur d'abattoir pendant une dizaine d'années, vacataire, c'est-à-dire il n'y a pas plein temps. Mais donc je connais. Et j'ai vu des abattages cachères, je peux vous dire que c'est pas très beau. Mais c'est les méthodologies alors qu'il faut contrôler. Les méthodologies partout. Pas contrôler. On n'a pas le droit. Nous n'avions pas le droit d'intervenir dans l'abattage cachère puisque c'était et c'était à l'époque où il n'y avait pas encore de halal. Bon. Ceci étant, au niveau des chiffres, puisque monsieur demande des chiffres, il y a à l'heure actuelle, et ça nous avons fait l'étude, et c'est corroboré par un organisme qui s'appelle l'œuvre d'abattoir, l'œuvre d'aide aux animaux d'abattoir, l'OABA, il y a 2/3 des abattoirs français d'ongulés, c'est-à-dire les ruminants, qui abattent halal, soit uniquement à halal, soit ce qu'on appelle en mixte, sachant que la gestion d'un abattoir mixte, qui voudrait faire du mixte, c'est extrêmement difficile sur le plan logistique, donc on est en droit de suspecter que ces abattoirs abattent tout en halal. Il y a d'ailleurs un reportage d'Antenne 2 qui a été fait en 2012, La viande dans tous ses états, qui montrait qu'un éleveur de la région parisienne qui voulait faire abattre sa vache non halal, il arrivait à l'abattoir de Meaux,
Et l'employé qui recevait son animal lui disait, de toute façon, ils sont abattus halal. Et donc, il sera abattu halal parce qu'ici, on abat tout halal. Donc, vous voyez que le principe de la dérogation, mais oui, parce que vous ignorez tout. Alors, soit vous ignorez tout, soit vous ignorez tout. Je suis très connaisseur. Vous ignorez toute la pratique. Alors, je peux vous citer un abattoir. Je ne vais pas le citer parce que ça pourrait le provoquer, mais un abattoir où, qui est censé abattre en traditionnel uniquement. J'appelle ça le traditionnel, c'est-à-dire moderne. Traditionnel, c'est moderne. Voilà, moderne par rapport. Voilà. Mais c'est pas grave. Voilà, et donc, dans lequel, malgré tout ça, et ça c'est factuel, je peux vous le dire parce que justement, mon travail dans le cadre de mon association, c'est d'enquêter et d'essayer d'aider le consommateur dans ce merdier, parce que c'est quand même un sacré merdier. Et vous témoignez un petit peu de ce que c'est tout ça. Donc, dans cet abattoir qui abat avec étourdissement, et donc qui saigne comme il faut, il y a un imam qui vient mettre son cachet halal de manière à percevoir donc des sommes pour son petit. Donc vous voyez, il y a une vaste hypocrisie. Il serait temps que vous reconnaissiez donc les deux rites, vous reconnaissiez que c'est une hypocrisie et qui n'a aucun lieu d'être. Donc il n'a aucun lieu d'être. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur de Peretti. Alors, nous sommes au milieu de l'émission. Mais il faut évoluer, chers amis. Il faut évoluer. Évoluer. Je peux quand même faire un petit cours. Est-ce que vous pourriez avoir l'idée de respecter le droit de ce qui reste quand même la majorité de la population qui n'est pas musulmane ou d'origine musulmane, à pouvoir savoir ce qu'elle trouve dans son assiette. Voilà. Ça serait déjà ça. Mais simplement alors attendez. J'ai du mal à comprendre. Respecter le droit. Je peux comprendre vos exigences religieuses, mais je pense que ce serait bien de respecter le droit de ce qui reste la majorité de la population française à ne pas être obligé de manger une viande sans connaître les conditions dans lesquelles elle a été abattue et ce qu'elle a financé. C'est le milieu de l'émission. Attendez, Monsieur de Peretti. Non. L'émission va continuer, mais là, on est au milieu. Je dois lancer le vote. Ah, c'est vrai. Et oui, donc vous pouvez voter dans le chat de cette émission, sur YouTube, ainsi que dans le sondage lancé sur X, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'émission et même dans les jours qui suivent pour trancher cette question. Faut-il sonner le glas de l'abattage rituel en France ? Si ça n'est pas fait, évidemment, vous pouvez cliquer sur le pouce pour liker cette vidéo, partager cette vidéo avec tous vos réseaux. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à nous suivre. Il me semble que la chaîne Tocsin a franchi le demi-million d'abonnés. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner évidemment à cette chaîne Tocsin Plus sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les vidéos du RIC de la semaine dans la fameuse playlist. Alors, c'est parti, on peut y aller. Gamal Abina, c'est à vous. Je sais que vous avez envie de répondre aux deux, mais je veux vous lancer sur une petite question. Il y a en 2012 une commission théologique des musulmans de France qui s'est mise en place pour trancher si l'étourdissement pouvait être halal. Il y a certaines mosquées dans certains pays du monde qui considèrent que l'étourdissement peut être halal. Absolument. Et comme vient de le dire Monsieur de Peretti, il y a au moins un abattoir où des imams certifient du halal alors qu'il y a de l'étourdissement. Donc, la question, enfin une des questions que posent ces deux intervenants depuis le début de la soirée, c'est pourquoi ne pas accepter l'étourdissement dans la pratique halal. Alors moi, ce qui me plaît, c'est qu'on revient sur le sujet, parce que c'est quand même ça, c'est pas les délires complotistes anti-islam, ça m'intéresse pas. Tout de suite. C'est des statistiques que j'ai citées, monsieur. C'est pas des délires complotistes. J'aime les sources. C'est un peu facile comme méthode. S'il vous plaît, j'aime les sources et j'aime pas les impressions. Vous me faites pas des impressions, vous m'avez pas donné les sources depuis tout à l'heure, il y a pas de sources. Ce sont des faits. C'est pas parce que c'est factuel que c'est vrai. On est d'accord sur les chiffres. J'ai entendu 3 chiffres. J'ai entendu 33%. J'ai entendu 33%, 50%, 66%. Mais les chiffres sont compatibles. On parle des têtes d'un côté et des kilos de l'autre. Laissez-moi finir. Les gens trancheront. Je sais que c'est dur pour vous d'entendre autre chose que vos vérités. Mais ne soyez pas malhonnête. Ne soyez pas malhonnête. Quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui donne ses sources. Vous ne donnez pas de sources, donc ça s'arrête là. On ne parle pas d'honnêteté. Vous avez parlé de 33%, vous avez parlé de 50%, 66%. Super la source. On va être sérieux sur un point. Moi, j'aurais aimé qu'on parle de la souffrance animale à laquelle je suis attaché. J'aurais aimé qu'on parle de ces usines de la mort. Vous êtes attaché à la souffrance animale. On continue. Oui, moi, il n'y a pas marqué barbare sur mon front, ok ?
Non, mais vous avez mal prononcé la phrase. Mais je suis attaché au fait qu'on parle à la souffrance animale. Je suis attaché au fait qu'on parle de la souffrance animale. Vous êtes mal avec le français? Non, mais je vous ai repris. J'ai repris la phrase auquel je suis attaché à la souffrance animale. Cette question-là. Il a du mal, c'est compliqué, hein. Non, vous avez mal. Mais j'ai eu le peine en face de moi avec les donc je vous ai repris. Je m'exprime très bien en français. Je peux vous donner des cours si vous voulez, même en anglais, en arabe. Ça vous intéresse? Allez, très sûr de vous. Je suis meilleur que vous là-dessus. C'est pas de ma faute. Vous êtes très sûr de vous. Vous êtes toujours meilleur. Une trois langues. Moi, je parle arabe. Vous impressionnez pas. C'est autre chose. Allez. Mais bon, revenons sur le sujet. Fin les arguments d'autorité. Vous êtes modeste aussi. Bien sûr, vous êtes face à quelqu'un de faible, je suis très prétentieux. Très modeste. Revenons sur les réalités. C'est une réalité monolinguiste. Allez. Revenons sur les réalités. J'aurais aimé qu'on parle de la souffrance animale et de la façon dont ils sont maltraités dans les usines massives en France pour le capitalisme de la viande. J'aurais aimé qu'on parle de ça. Vous ne connaissez pas la tradition musulmane ou juive, que je connais moins, mais quand même, qui prend du temps pour faire l'abattage parce il y a des phrases à prononcer, il y a une méthode, et on ne fait pas ça en cascade. On ne va pas dire bismillah, c'est pas comme ça que ça marche. Première chose. Deuxième chose, on va revenir sur quelques faits historiques. Vous avez posé une bonne question. Pour les poulets, je suis moins sûr. Vous ne les connaissez pas, c'est pour ça que vous êtes moins sûr. Oui, vous avez posé une question intéressante tout à l'heure et on revient sur l'histoire. Moi, j'aime bien revenir sur la genèse. En 1881, en Suisse, on a imposé à la communauté juive, malheureusement avec un sous-jacent antisémite, on le sait maintenant, qu'il n'y ait plus d'abattage pour les juifs traditionnels, qu'on appelle kasher. Ensuite, on a réglementé ça. Ils se sont un peu calmés après la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont accepté ça moyennant le système, effectivement, non pas d'électrification, mais, comme on dit, assommer l'animal, faire en sorte qu'il soit étourdi. Sachez qu'en Allemagne, en 1933, il y a un type qui arrive au pouvoir avec une petite moustache brune. Le 30 janvier 1933, c'est intéressant. Il était végétarien, c'est ça. Tout à fait. Eh bien, ce monsieur-là, il a fait un truc formidable. Il était végétarien, absolument. Oui, c'est clair. Et même vegan. Ça ne fait pas de lui une qualité première. Oui. Et ce monsieur, 3 mois après son arrivée au pouvoir en avril, il impose, pour des raisons évidemment racistes et antisémites, des lois contre l'abattage rituel juif parce qu'il disait, je cite ses propos, c'est intéressant, ça fait écho aujourd'hui pour des raisons racistes, on est d'accord, je pense qu'on ne va pas dire le contraire. Il fait une loi restrictive pour dire aux juifs, vous n'avez plus le droit de faire l'abattage rituel parce que les animaux sont maltraités, les Allemands sont tous d'accord là-dessus. Et ensuite, il dit quoi? Il dit, à partir de maintenant, c'est fini pour vous, vous ne le faites plus parce qu'il faut anesthésier les animaux. À l'époque, on mettait une piqûre d'anesthésie, ce qui n'était pas très élégant. Maintenant, on parle effectivement d'étourdissement. Et moi, je vous le dis, revenons sur la question de la douleur animale. Moi, quand je vois un type qui met une tête de bœuf dans son salon, je trouve ça écœurant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me choque. Comme ça, mettre la mort en exergue, ça me dégoûte. Quand je vois qu'on tue des animaux, ça me dégoûte. Effectivement, j'aurais aimé que les hommes ne mangent pas d'animaux parce que maintenant, on peut se nourrir sans animaux. Là-dessus, on est d'accord. Mais quand je vois que la dérive, c'est de dire on attaque l'abattage rituel. Alors évidemment, c'est moins juif parce que c'est plus difficile. Aujourd'hui, on attaque moins les juifs. Abattage rituel. Parce que le problème n'existe pour l'ensemble de la population. Alors, je vous avance des choses que vous ne savez pas. Et pas à cause du kasher. Très bien. Vous savez, monsieur, qui est le principal pourvoyeur de halal en France? Rapidement, je vous donne le nom. Ensuite, vous savez comment il s'appelle? Herzog. Oh, dommage. C'est eux qui tiennent le marché. C'est eux qui tiennent le marché. C'est du business. C'est pas le sujet que j'ai abordé. C'est le sujet. C'est eux qui tiennent le business. Donc, si vous avez un problème avec quelqu'un, allez voir Herzog. Il est de confusion juive. Maintenant, je vais donner la parole. Voilà, donc je vais reprendre, messieurs. Je suis pas du tout contente après vous, je tiens à le dire, parce qu'il y a des attaques ad nominem sur le plateau. Moi qui prône le vivre ensemble, ça m'embête bien pas mal. Je veux revenir sur la souffrance animale parce que ça m'intéresse. Je m'adresse au vétérinaire, je suis désolée, cher monsieur. Mais tout à fait, il est plus qualifié que moi. Oui. Non, mais du coup, non, je remets pas en cause. Madame, je voudrais vous poser une question. Attendez, mais enfin. Je vous ai posé avant que vous continuiez. Alors, une petite question. Allez, parce que je suis courtoise. Est-ce que vous avez fréquenté un abattoir? Alors, monsieur, je vais vous répondre très clairement. Vous savez, moi, j'ai déjà... Moi, parce que je suis pas... Des fois, je fais des bêtises. Je suis chasseuse. Alors, je vais vous dire un truc. Non seulement j'ai fréquenté des abattoirs, mais en plus, il se peut bien que j'ai aussi manié des armes, monsieur. Parce qu'en Corse, et vous portez un nom corse, on n'a pas aussi les animaux... Oui, voilà. Et je sais très bien même d'où vient votre nom. Donc, je salue Propria, pour information, si vous êtes bien de là-bas. Et donc je connais bien les abattoirs. C'est pas ça mon propos. Mon propos, il était sur l'abattage rituel. Non. Vous n'avez pas répondu. Je vous demande une question. Une réponse. Oui, monsieur, je vous ai dit que oui. La chasse n'a rien à voir avec l'abattoir. Alors, vous avez emmené des bêtes à l'abattoir. Est-ce que c'est ça sa question? Ça nous arrive, oui. Il y avait un abattoir en Corse, c'est fermé. Bon. Alors, pour information, ici. Il n'y avait jamais mis les pieds.
Bah, Bon, cher monsieur, je laissez-la vous ai dit terminer que... son propos. J'ai exercé pendant 1 an à Porto Vecchio. Oui. Exerce- Eh ben, il est fermé l'abattoir, monsieur. Faudrait y retourner l'ouvrir. Oui. D'accord, faudrait y Alors, retourner et l'ouvrir parce à que les l'époque Corses en où ont besoin. j'exerçais, à l'époque, il Monsieur, était vous ouvert. pouvez me laisser parler, Allez-y, s'il vous allez-y, plaît. Merci. terminez, Voilà. terminez. Donc, Oh. j'atteste la chose suivante et je dis que, je dis, et c'est important, monsieur, c'est très, très important. Aujourd'hui, la question, c'est l'abattage rituel. Je redis que dans la déclaration des droits de l'homme européens, d'accord, c'est une obligation de laisser le bon vouloir aux personnes. Je redis la chose suivante aussi. Il y a un business, et c'est vrai, il y a du capitalisme autour de la nourriture, d'accord ? Vous avez qu'à aller voir la marque Isla Délice. Il y a eu un gros problème là, il n'y a pas longtemps, qui a été dénoncé. Les musulmans eux-mêmes disent nous ne voulons plus manger Isla Délice pour des raisons de boycott à l'État d'Israël. Je tiens à vous le dire. Et donc, c'est du halal qui est donc mis en comment dire, je trouve plus mes mots parce que en production industrielle par des juifs, monsieur. Donc déjà, premièrement, secondo, moi je voulais revenir sur le geste et la souffrance. Je voulais savoir si vous la quantifiez de manière physiologique, sensorielle. Voilà, ça c'est important parce que vous êtes vétérinaire. Et moi, je n'ai jamais dit que l'animal ne souffrait pas. Je dis la chose suivante, la Torah interdit de faire souffrir l'animal. Et c'est là tous les gestes techniques qui sont appris pendant 3 ans et avec d'autres gestes pendant 2 ans derrière pour ne pas faire souffrir les animaux et pour connaître l'anatomie. Je dis la chose suivante, nous, en France, juifs, nous représentons peut-être... 1% de la, voilà, 1% de la population pour ceux qui sont déclarés en plus, hein, parce qu'il y en a qui sont pas déclarés et qui mangent pas cachère, d'accord. Donc on peut pas poser de problème. Mais demain, si nous étions nombreux, on nous pointerait du doigt. Je trouve pas ça normal qu'aujourd'hui on pointe du doigt les musulmans et en disant il y a du halal partout. Je tiens à dire que s'il y a du halal, c'est qu'il y a des consommateurs. S'il y a des consommateurs, c'est qu'il y a une demande. Et s'il y a une demande, il y a une offre. Ce qui me dérange plus, et dans ces cas-là, c'est votre rôle de vétérinaire, c'est vos rôles de vétérinaire et d'inspecteur des abattoirs, d'aller vérifier tous les abattoirs, parce que de manière générale, vous faites le tour que des abattoirs industriels, là où il y a de graves sévices, de graves tortures. Monsieur, vous n'allez pas me dire que l'étourdissement qui soit au gaz ou électrique ne cause pas de souffrance à l'animal. Et on a bien vu, et j'ai bien vu les images d'une certaine association qui a fait fermer l'abattoir en Corse, il y a des images très trash. Et donc, ce qui est à remettre en cause, parce que je parle bien de l'abattage rituel, et je ne veux pas stigmatiser une population, quelle qu'elle soit, qu'ils soient français, chrétiens, musulmans ou juifs. Monsieur, le problème, c'est la façon dont on abat les animaux, la façon industrielle et la façon dont on maltraite les animaux. Et je crois pas, peut-être qu'il y a des dérives en cache-route et ça serait bien dommage, mais je pense que c'est là-dessus que vous devriez vous recentrer et je vous repose la question. Vous êtes vétérinaire, de quelle souffrance nous parlez-vous ? Dans le halal, particulièrement. En un mot, monsieur de Peretti, ensuite ce sera Jean-Yves. Oui, non, mais le problème, c'est qu'on est noyé sous un flot de paroles qui n'ont non, monsieur de Peretti. Sur le fond. C'est pas gentil ce que vous dites, c'est pas vrai. Donc l'abattage rituel est accepté parce que ça serait un rite religieux. Hein, on est bien d'accord. C'est constitutionnel, monsieur. C'est dans la Constitution. C'est constitutionnel. Alors, oui. je vais vous donner... C'est dans la Cour européenne des droits de l'homme. Bon. Oui, mais c'est constitutionnel, c'est un droit. Ça a valeur. Non, attendez. Mais alors, la Cour européenne des droits de l'homme a statué, quand les Belges ont interdit l'abattage rituel, que ça ne constituait pas une violation des libertés religieuses. Je fais une petite précision. Mais en France, c'est constitutionnel. Hein. Je vais vous faire certainement... Laissez-le dire sa phrase, et ensuite c'est à vous, monsieur Le Gallois. Allez-y, monsieur de Peretti. Mais c'est agité ce soir, allez-y. Oui. Alors, je vais vous faire bondir. Il y aurait, c'est une démonstration par l'absurde, il y aurait encore chez nous, dans nos sociétés, des gens qui pratiqueraient les religions précolombiennes, avec des sacrifices humains. Est-ce qu'on tolérerait, dans le cadre de la religion... Quel rapport quel rapport? Ça n'a aucun rapport. Après Colombia, c'est en Amérique du Sud, vous confondez tout. Restons en Europe, s'il vous plaît. Non, mais simplement, le rapport, c'est pour vous dire, puisqu'on est dans l'absurde, le rapport, c'est que, justement, la religion ne doit pas permettre de faire des entorses à la loi et à la souffrance animale, au problème de l'hygiène générale et au problème de la
la perception d'une dîme religieuse qui permet d'alimenter une religion, même de ceux qui ne sont pas de cette religion. C'est tout. Monsieur de Peretti. Ok, d'accord, monsieur de Peretti. Un mot et ensuite Jean-Yves Le Gallou. Oui, bien sûr. Monsieur de Peretti, je tiens à vous dire qu'un musulman m'a passé le micro. Juste pour information, auparavant, il n'existait pas d'électrification, ni de gaz. Donc, comment vous auriez fait, bon français, que vous êtes corse en plus, corse, comment vous auriez fait pour abattre un animal? Un coup de châtaigne. Alors, écoutez, madame. Attendez, arrêtez de vous relancer tous les deux là, parce qu'il y a monsieur Le Gallou qui a le demi-mot. Laissez-moi répondre. Non, mais elle arrête pas de vous relancer, monsieur de Peretti. Il a une chose à dire. Non. Alors allez-y, Jean-Yves Le Gallou, un élément. Attendez, là, parce que là, je peux pas laisser continuer à faire croire ça, parce que cette jeune dame, très charmante par ailleurs, merci beaucoup. donc vient de dire quelque chose qui montre qu'elle n'y connaît strictement rien. Non. Non, au lieu de ricaner, laissez-moi terminer. Parce que les animaux, est-ce que vous savez comment on les étourdit? Pas par le gaz, pas par l'électrification, on les étourdit avec un matador. Oui, ça dépend des... Il y a 3 méthodes. Non, ça dépend. C'est le système. Oui, la tête. C'est le système, ça s'appelle comme ça s'appelle un matador. C'est le point ici là. Oui, le point dans le... Voilà. Oui. Donc la mort est immédiate. Donc, fait du bien à l'animal. donc je peux vous dire que voilà, ça c'est le premier point. Et ensuite, malgré tout, qu'on le veuille ou non, le halal ou le kasher, donc et puis apparemment ça a l'air de bien fonctionner entre les deux, mais c'est une histoire c'est une vaste hypocrisie. Je vais vous donner un exemple. La tradition, monsieur, vous êtes corse? Tradition, monsieur. Non, tradition, ça va au-delà de la tradition. Il peut arrêter le tunnel, j'ai juste une réponse sur un truc moi, qui est totalement faux. Ça ne me gêne pas de manger d'une tradition culinaire quelle qu'il soit, mais par contre, ça me dérange de manger du halal ou du kasher. En quoi ça vous dérange? Alors, oui. En quoi ça vous dérange? C'est une question. Mais bon, mettons ça à côté. Je répète à nouveau. Alors attendez, laissez-moi terminer. Il a du mal. C'est moi qui commande, monsieur de Peretti, en deux mots. Moi, monsieur ce Le qui me Gallou. gêne, Non. c'est que ce soit imposé Par des Arabes. au-delà j'ai pas dit ça. Non, mais on je le n'ai pense pas fort, dit on le ça. pense très fort. Ce qui me gêne, c'est qu'une minorité importante impose sa loi à une majorité beaucoup plus importante. Donc la loi, c'est la minorité qui l'a fait maintenant. C'est ça. Oui, c'est absolument ça. C'est le Parlement français, mais c'est pas grave. C'est absolument ça. Non, je voudrais juste un mot, parce que j'ai entendu un truc énorme. Je rappelle à monsieur qui parle de dîmes, je le rappelle, que tout le halal en France, tout le halal, puisque c'est réglementé par l'État et qu'il est interdit de faire sa propre petite cut soi-même, tout le halal est tenu par des juifs, monsieur. Donc la dîme n'est pas collectée pour les musulmans. Vous dites n'importe quoi. Dommage. Alors ça c'est une vaste... Je vous demande de vous reporter à une interview de Madame Bariza Chiari. Je la connais très bien. Et donc? Oui, qui disait sur CNews en 2018, si ma mémoire est bonne. Vous une référence en ce moment. Oui. C'est un lieu de liberté qu'il faut protéger. Quoi donc? Comme celui CNews? Oui, il faut protéger. Oui, absolument. Mais parlons pas de ça. C'est quoi qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait, Bariza? Donc, qui disait que le halal drainait des sommes colossales. 5 milliards, ouais, estimé. Qui mériteraient d'être tracés. Tracés, on les connaît. Ce sont des propriétaires juifs qui tiennent l'Isla d'Hélice et qui étaient tout réseau. Mais c'est connu, vous ne savez pas, vous êtes ignorant, monsieur. Encore, il n'y a pas le halal, apparemment. Ça, c'est présenté, je l'ai vu passer comme un argument antisémite, le fait que... pas du tout. Franchement, je veux dire, c'est tellement pas vrai, je vous explique. Moi, bon, déjà, antisémitisme, je l'ai combattu sur terrain face à Soral, pour être très clair. Maintenant, je vais vous expliquer. Oui, mais enfin, là, c'est ambigu. Non, pas du tout, pas du tout. Mon père, quand on était jeune, nous achetait des saucissons Cachir en l'occurrence, qui était fait par le rabbinat de Paris. Donc ça ne fonctionne pas, parce que notre tradition, la leur est la même, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est compatible. Non, les juifs ne peuvent pas manger halal, vous pouvez manger Cachir. Moi, on peut pas manger halal. Alors non, on ne peut pas manger halal parce qu'en fait, tout simplement, l'étourdissement est interdit chez nous, l'animal ne doit pas souffrir, il est trié avant et après, et même, je vais vous dire, vous saviez, monsieur de Peretti, qu'on soufflait dans les poumons pour vérifier... C'est d'ailleurs un truc...
C'est d'ailleurs une pratique qui, au point de vue hygiène, est mais c'est pas limite, grave. hein. Mais c'est pas grave parce que vous savez quand c'est partie de l'hygiène, c'est important quand même. attendez. C'est un des éléments d'un pays développé, c'est l'hygiène. Mais attendez. De toutes les façons, vous voulez pas manger cachère, et puis cachère, ça coûte cher, donc ça vous regarde pas forcément. Mais sachez qu'il y a des bouts de viande que vous pouvez manger, on les laisse aux non-juifs. Bon, ça, c'est la petite blague pour faire le communautarisme. Et ensuite, je rebondis, je vous interdis, tous autant que vous êtes, de dire que M. Gamal Abina a des arguments antisémites, c'est faux. Moi, je suis juive, c'est faux, je veux pas l'entendre, c'est la vérité. Nous sommes aussi dans le business, c'est la vérité, Beaucoup de halal sont organisés par des propriétaires qui sont très amis avec des musulmans et qui subventionnent et ça ne leur pose aucun problème. Et donc, oui, il y a des juifs dans le marché halal et je tiens à le dire et je tiens à dire qu'il n'y a pas eu de propos antisémites, c'est grave. Je suis juive moi-même, donc si j'avais été attaquée ou si je me sentais attaquée, je l'aurais dit. Et moi, je sens, messieurs, qu'il faut vous mettre un petit peu au coin. Par contre, islamophobe, ça commence à sentir fort, là. Voilà, ouais, ça sent. Arrêtez. Ça sent très fort. Pas du tout. On impose, oui, la consommation halal dans les cantines scolaires, dans les restaurations c'est le marché qui l'impose. C'est le marché. Mais c'est pas le marché. Le marché, Vous appelez ça le marché, lui, il appelle ça la pression démographique. Mais voilà, c'est la même chose. Non, c'est pas la même mais la chose. pression démographique. Ceux qui achètent dans les cantines, c'est pas les Arabes. 15%. Ça serait 15%. C'est le marché qui va acheter moins cher. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. C'est du marché financier, c'est tout. pas seulement A priori, il n'y a pas de halal dans les cantines. Alors, on est d'accord, il n'y a pas de halal dans les cantines. A priori, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, j'ai regardé, il y a une directive, excusez-moi, pardonnez-moi, parce qu'au moins vous me laissez la parole. Bon, pour information, j'ai regardé, il y a une directive qui interdit les viandes d'origine d'abattoirs de rites religieux dans les écoles publiques. Donc ça, c'est déjà très important. Bah si, il y a une directive. Bah si, c'est visiblement. Alors, pour information, j'ai vu la directive tout à l'heure, je vais aller chercher la source, d'accord ? Non, oui, alors la source, oui, je viens. Je vais aller la chercher, mais là, je suis juste en train de vous répondre. Je vais vous laisser le micro. de l'Union européenne. Il me semble que c'est française. Il n'y a pas de directive en France. Il y a des règlements. Il y a des règlements, des arrêtés. Regardez, il n'y a pas de directive. Alors, 1099. La directive, c'est pas un terme français. Alors, pour moi, la seule que j'ai vue, c'est la directive 1099 de 2009. D'accord, et qui dit la chose suivante, que c'est consacré, enfin que le droit à manger selon son rite religieux, on a le droit, et que c'est pas dans les cantines. Je vais aller vérifier la source. J'aime pas non plus faire ces choses-là. Et surtout, c'est au niveau français, la laïcité française interdit à l'État de financer directement des cultes, y compris via l'achat de nourriture. Mais je pense que ce que veut dire Monsieur de Peretti, c'est quand il parlait des abattoirs qui sortent du halal non certifié halal, mais quand même abattu halal. Celui-là, s'il n'est pas certifié halal, il peut se retrouver dans. Il se retrouve dans les marchés. Il va se retrouver dans les marchés, il va se retrouver peut-être dans les écoles. Bien sûr. Ah oui. Sans avoir été certifié, mais il a été abattu halal. Moi, je ne sais même pas comment c'est halal. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi halal, parce que nous, on sait qu'on doit effectuer un geste précis. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Mais les choses. On s'est mis d'accord sur un chiffre que 33% de la viande était abattu de cette manière-là, de la viande consommée. Pas de la viande, de certaines viandes. Il faut être très précis. Non, pas de il n'y a pas de porc, il n'y a pas de chèvre. Pas le porc, ça c'est sûr. Le chèvre, il y a très peu de consommation. Donc ça, le porc, il y échappe. Le cheval non plus. Le cheval, ça a quasiment disparu. Le cheval n'existe pas ? Non, pratiquement. Toujours. La viande de cheval. Marginal. La viande de cheval, non, c'est toujours. Les boucheries chevalines. Ça existe toujours, le chevaline. On est d'accord. Très marginal. Il en reste quelques-unes pour des questions médicales. Il y a des amateurs. Pas seulement. Il reste un décalage entre 12% et 33%. Quand quelqu'un a eu leucémie, on lui propose de manger la viande chevaline pour compenser, mais ça, c'est un truc médical qui n'a aucun intérêt. Maintenant, j'ai envie de dire une chose importante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le fait que vous ayez une dérive un petit peu islamophobe, on peut le dire. Non, mais c'est pas grave. Les termes anti-arabe, c'est pas grave. Voilà. Les termes intimidants de non, c'est juste une qualification. Mais je vous dis simplement, moi, ce qui m'intéresse chez vous, c'est bon, il ne va pas s'arrêter. Ce qui m'intéresse chez vous, vous savez quoi, la question que je vais vous poser. Monsieur de Peretti. Mais ils n'arrêtent pas de me couper, je ne vais pas dire monsieur. Ce qui m'intéresse chez vous, c'est quoi ? C'est une question. Moi, j'ai un problème avec les usines qui tuent massivement. On a vu des poussins se faire broyer. C'est une horreur. Des porcins se faire détruire. Par exemple, moi, je suis contre le fait qu'on consomme de l'agneau. Je rappelle qu'un agneau, c'est un petit animal qui n'a même pas d'adolescent et on trouve sa chair est douce. Je trouve ça dégueulasse. Je suis contre le fait qu'on consomme, par exemple, du cheval. Il y a beaucoup de viande que je n'aime pas avoir consommée et je vous pose la question. Vous dites que ça vous pose problème, le halal, pour des questions
semble-t-il, d'éthique, si j'ai bien compris, même si on ne peut pas mesurer la douleur d'un animal au moment de la mort, ça, j'y crois pas une seconde, parce qu'il n'y a pas d'instrument pour ça. Il faudrait mettre des électrodes dans le cerveau, et encore. Je vous pose la question. Est-ce que vous, à titre humain, je ne parle pas à titre politique, à titre humain, vous condamnez l'usage des usines pour tuer massivement des animaux? Est-ce que vous le condamnez? Je parle des usines, en général. Jean-Yves Le Gallou, vous répondez à Gamal Abina et ensuite votre mot de conclusion. Tout le monde fera un mot de conclusion. Je crois que c'est un mal nécessaire dans une société industrielle où nous sommes des carnivores, malgré tout, mais qu'il est inutile de surajouter des souffrances qui ne sont pas nécessaires. Et surtout, il ne faut pas cacher aux consommateurs la réalité. Et ce que je trouve le plus critiquable, au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est le fait qu'il y ait eu une opposition puissante à ce qu'il y ait simplement l'étiquetage, simplement l'information. Donc c'est un mal nécessaire pour vous, c'est tout. Un mal nécessaire. Sans mot de conclusion, vous aurez le Je ne vôtre. propose pas la suppression. Moi, je préfère la suppression, je ne vous cache pas, ce serait mieux parce qu'on peut compenser. La protéine peut être compensée, vous le savez aujourd'hui. Vous parliez du Hitler tout à l'heure, ok? Oui, si c'est Alors, votre modèle, Non, c'est pas modèle, ça me fait c'est rire. pas le mien. Vous avez conclu? Oui, j'ai conclu. Très bien. Liberté d'information et ne pas imposer la volonté d'une minorité à une majorité. Très bien. Charles Ross. Écoutez, moi, messieurs, je trouve que le débat, il tourne beaucoup autour de l'invective. Visiblement, vous avez peur de l'amour. Des populations croyantes. Le problème, c'est toujours les croyants. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Je voudrais dire que si on interdit la cache-route en France, les Juifs de France vont continuer à partir. C'est peut-être ça. On va peut-être nous mettre dehors. Remarquez. Ce qui les fait partir de France, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être d'autres présences. Non, monsieur, non. Il y a aussi ça. Puis d'ailleurs, je rappelle que si vous êtes étiqueté RN, le fondateur du RN à l'époque, c'était Léon Gauthier, c'était un Waffen-SS. Non, mais c'est de la blague. Non, c'est pas une blague du tout. C'est pas une blague du tout. Léon Gauthier. Et donc, je suis de fait opposé. Je ne vote pas. Je vote à main levée en Corse, mais je ne vote pas ici. Je veux rappeler que la circulaire du 16 août 2011 du ministère de l'Intérieur rappelle des règles afférentes au principe de laïcité. Donc, c'est interdit le halal ou le kasher dans les écoles publiques. Non. Et la norme AFNOR, NFX 50-220. Je vous avais dit que j'allais chercher la source. J'ai parti la chercher, monsieur De Peretti. Maintenant, basta. Hein. Et je voulais vous souhaiter de manger soit viande, soit lait. Voilà. Allez dans un restaurant kasher, vous allez voir, on a plein d'humour et plein de savoir-faire et on mange bien comme en Corse. Sur ce, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Alors, Alain De Peretti, ensuite Gamal Abina, et ce sera la fin de l'émission. Et je pourrais faire un point sur les votes. Allez-y, monsieur De Peretti. Alors, je reprendrai une parole qu'a dit monsieur Gamal Abina, c'est ça? Abina, comme Abbé, comme Bernard. D'accord. Tout à l'heure, en nous disant que dans les années 60, il y avait des musulmans qui ne mangeaient pas de halal et ça ne les empêchait pas d'être musulmans. Donc, moi, je reviens toujours à ça. Vous avez essayé de vous victimiser l'un et l'autre. Ce mot n'existe pas. À propos, c'est pas les Français. Non, nous voulons avoir chez nous, être maître chez nous et avoir nos propres lois qui sont appliquées. Il en est sorti. Tout simplement. Et elles sont basées sur des règles rationnelles et non pas sur la persistance de mythes antiques. Où l'animal est sacrifié, Nous ne sommes pas dans le sacrifice de l'animal. Et vous avez essayé de noyer le poisson, l'un et l'autre, en mélangeant tout avec la production de masse, etc. Le problème, il faut se recentrer. Le halal, comme le kasher, ce n'est pas comme manger des tacos mexicains ou la nourriture ou des nems. Ça véhicule quelque chose d'autre, et c'est ce quelque chose d'autre que nous refusons. C'est formidable. Maman, je vais répondre à cette le mot de la fin et ensuite on merveilleuse et très amusante. D'abord, je vois bien que vous avez un prisme anti-religieux, juif et musulman, c'est clair. Bon, juif, c'est sorti difficilement à la fin. Ensuite, je note que les traditions antiques, je vois qu'il y a des gens qui vont à l'église et qui voient un type torturé sur une croix, vraiment qui subit la misère, et on le célèbre tout comme on met des têtes d'animaux dans certains châteaux. C'est des mythes un petit peu barbares, ça, on peut le dire. Je pense que la célébration de la mort, c'est pas dans le pays du Sud qu'on l'observe, jamais. Et je dirais simplement, c'est que
tout à l'heure on plaisantait. Bon, les Waffen-SS qui ont fait le FN. Je rappelle que Le Pen. Je rappelle au passage. Le point Godwin. J'adore qu'on utilise le point Godwin parce que le quand point on Godwin utilise le est point une façon Godwin, d'empêcher les gens de parler. Félicitations. Qu'on n'a pas Donc, d'argument. Jean-Marie alors Le Pen avait fait une maison de disques. Jean-Marie Le Pen avait fait beaucoup le point Godwin. Jean-Marie Le Pen a Comment fait une est-on maison passé de l'abattage rituel à la maison de disques de Jean-Marie Le Pen? Point Godwin. Il est gêné. Jean-Marie Le Pen avait fait une maison de disques où il mettait les. C'est bon. Alors Jean-Marie Le Pen avait fait une magnifique maison de disques où il recyclait les chants Waffen-SS qui étaient très connus des SS et des jeunesses hitlériennes. Mais ça, vous l'oubliez, c'est pas grave. Maintenant, restons sur le sujet. Les chants de la commune aussi, je vous signale. Non, pas la commune. La SS était interdite, mais si, les chants de la commune. C'est bien. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Je connais mieux que vous, monsieur Gétier, en disant, c'est pas de chance. Le point Godwin, n'existe pas. Ça suffit. Laissez-le conclure et l'émission doit s'arrêter. C'est terminé depuis 80 ans. Allez. Mais oui, c'est ça, c'est terminé. On le sent avec Orban et on le sent avec Trump. Donc je continue. Le racialisme n'existe plus, c'est connu. Donc simplement pour dire que moi, dans ma conclusion, je dirais que ce qui me pose problème, contrairement à certains qui font le tri, c'est d'abord de penser qu'il y a une sorte d'entrisme ridicule qui n'existe pas. Oh, bah bien entendu. Non, mais l'entrisme de l'extrême droite, on le voit. Ensuite et surtout, que dans la barbarie des usines de la mort, comme je les appelle, par rapport aux animaux, je précise bien, je ne fais pas de jeu de mots, dans ces usines où on vraiment maltraite les animaux, j'ai vu des séquences ignobles où on accroche des vaches par une patte et tout, où on les insulte, on les frappe, on les violente. Ça, c'est quelque chose qui doit être réglementé. Il doit y avoir une transparence là-dessus. Moi, je suis partisan pour arrêter cette consommation de masse, mais malheureusement, aujourd'hui, l'industriel, au sens large du terme, il voit l'argent comme étant le dieu qui dirige tout et ne va jamais se réformer. Donc simplement, il faudrait en finir avec l'abattage massif des animaux dans les usines. Très bien. Alors, il est 19h. On va pouvoir faire le point sur les votes. Alors, les amis. Effectivement. Alors, pour ou contre en finir avec l'abattage rituel, le public de Toxin, qui représente les Français ce soir, vote pour l'interdiction de l'abattage rituel, environ 70%. C'est raisonnable. Oui, dans le micro. Alors j'ai un petit mot juste pour aller dans le sens de Monsieur de Peretti. Vous savez, dans la communauté juive, il s'est posé à un moment donné l'histoire d'enlever le foie gras de la cache-route. Et je voulais vous le dire parce que moi je suis plutôt bonne joueuse. Et vos attaques ad nominem ne resteront pas sans conséquences. Sachez que, chez nous, les Juifs, nous avons tous voté pour la souffrance de loi et donc mangé du foie gras. Voilà, sachez-le. Ok, qu'on se le dise. Très bien. Et pas du canard, alors. Ah bah si, pourquoi pas, mais moi je préfère loi. Alors, Oui, merci à vous, merci à nos 4 invités pour être venus participer à cette émission ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci évidemment à vous, chers téléspectateurs, et les donateurs de Toxin sur toxin-media.fr/nous qui nous permettent de réaliser ces émissions tous les jours. Tous les jours aussi à 18h sur la chaîne Toxin Plus. C'est l'émission de l'après-midi. Demain, vous avez rendez-vous avec l'émission scientifique d'Alexandre Cuignache. On compte sur vous. 18h demain, ici même. Sur la chaîne Toxin Plus, vous retrouvez évidemment toutes les émissions du RIC de la semaine dans la playlist du RIC de la semaine sur Toxin Plus. Le Frexit, la peine de mort, le service militaire, la légalisation du cannabis, le chèque éducation et maintenant la fin de l'abattage rituel. Demain, évidemment, vous le savez, à 7h30, c'est la matinale Toxin avec Clémence Oudiakova. Au menu, la chronique Police-Justice avec Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Et évidemment, plein d'autres choses que vous découvrirez demain matin à 7h30 avec Clémence. Merci à Nelly à la programmation, à Thibaut à la technique. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h, avec un nouveau référendum. Bonne soirée à tous. Merci.